Mais bonjour tout le monde, bienvenue à ces conversations de la radiostation Angrignon dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire. Et oui, nous sommes au mois de février, donc du 15 au 19 février cette année, ça sera les Journées de la persévérance scolaire. Et en cette année, le thème général de l'événement, c'est un moment pour eux. On sait que la dernière année a été assez particulière. Les enfants ont dû vraiment à s'adapter à ce nouveau, comme on aime le dire, cette nouvelle réalité, ce nouveau mode de vie qu'on a, mais aussi non seulement à s'adapter, on a vu tous les efforts qu'ils ont déployés. On a vraiment été face aux enfants très résilients et je suis contente d'avoir avec moi pour ces conversations deux parents. Alors, je vais permettre à nos parents de se présenter avant qu'on puisse poursuivre nos échanges. Donc, je vais aller avec Sally. Donc, bonjour Claudia, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Sally Ouedraogo. Donc, je suis mère de deux enfants, une fille qui a 14 ans et qui est en secondaire 3, et mon fils qui a 10 ans, qui est en cinquième année. Donc, je suis professeure à l'Université du Québec à Chicoutimi. Donc, je vous parle de Chicoutimi, au Saguenay. Donc, bonjour à tous ceux de Montréal. Merci beaucoup, Sally. C'est ça le bon côté du virtuel. On peut être partout sans se déplacer. Et on a aussi Carolina avec nous. Bonjour, oh bonsoir. Merci Claudia pour l'opportunité. Enchantée, Salmata, de te faire connaissance. Moi, je suis mère de deux filles, une de 9 ans au quatrième année et l'autre de 7 ans au première année. Je suis mère, je travaille dans les services à la clientèle, secteur privé. Alors, mère et travailleuse à temps complet, c'est ça ma vie. Bon, en plus, dans cette nouvelle réalité qu'on vit avec la pandémie, ce n'est pas évident. Et justement, j'aimerais savoir, mais moi, c'est Claudia, je travaille au CARB. Je n'ai pas d'enfants personnellement, mais je travaille avec les enfants au quotidien. Alors, j'en sais aussi quelque chose un peu. Donc, ça sera vraiment intéressant pour enrichir nos conversations. On aimerait savoir comment vous vivez cette pandémie en tant que parent. Carolina, tu le disais, parent, travail, Sally, enseignante aussi. Ça a été c'est très difficile. Mhm, Je suis au travail et le téléphone sonne, c'est l'école. Je stresse. À tous les jours, je suis. Est-ce qu'ils vont m'appeler? Est-ce que tout va bien? mhm. Et, et je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer le stress. Pendant qu'ils n'avaient pas l'école et il fallait se connecter, Mhm. on est au travail. Et sont mineurs. Ouais, ouais. Et à l'époque, papa travaillait la nuit. Alors, papa était à la maison, mais il dormait. Mm, Et on ne peut pas amener des gens de l'extérieur à la maison parce qu'il faut garder notre boule. Alors, je ne peux pas engager quelqu'un pour m'aider. mhm, Alors, nos filles ont manqué beaucoup de cours par Zoom. On a fait ce qu'on a pu, mhm. mais c'est très stressant. De mon côté, je ne suis pas trop mère poule. Je les laisse aller. Mais quand je vois que c'est un appel de l'école, j'imagine le pire. J'imagine qu'il va falloir que je cours à l'école, aller chercher parce qu'il a eu un cas positif et il faut fermer la classe. Et qu'est-ce qu'on fait? C'est vrai que maintenant, surtout en tant que parent, c'est vraiment toujours un niveau de stress. Quand on a un appel, on est paniqué et puis laisser l'enfant à l'école. Quand on laisse notre enfant à l'école, j'imagine, on doit se dire, c'est les commentaires que j'ai de beaucoup de parents aussi. Est-ce que ça va bien? Comment ça va se passer aujourd'hui? C'est quoi les autres enfants? Est-ce qu'ils sont tous en bonne santé? On ne sait jamais comment ça va se passer. Et Sally, toi, de ton côté, comment tu vis tout ça depuis le début? Depuis le début, je peux rassurer Carolina, moi je travaille de la maison et c'est aussi un défi important parce qu'il fallait le télétravail, j'enseigne, il faut s'occuper de la gestion académique que je fais, de la gestion d'un programme, s'occuper des enfants
et surtout, limiter l'usage des écrans. Moi, c'était le grand défi. Et à la première vague, c'est vrai, mon fils a fait l'école de la maison. Donc, j'étais là, il fallait maîtriser Zoom, fallait maîtriser Internet. C'était très, très compliqué. Donc, ça a augmenté mon stress parce que moi, je suis seule avec mes enfants. Le stress était énorme. Et quand les cas positifs déclaraient dans la classe, mes enfants ont été confinés 2 fois. Donc, ça augmente encore le stress. Mais le défi était aussi important et l'anxiété a vraiment monté. Oui. C'est vrai qu'au début de la pandémie, quelques temps après Montréal, avant les fêtes, on était passé en zone rouge et tout. On voyait Chicoutimi, le Saguenay semblait être la zone verte, si on peut dire, tout allait bien. Mais après, pof, comme ça a monté et puis vous êtes devenu en rouge ici, ça devait vraiment pas être facile tout ça. Comment ça se passe maintenant au Saguenay? Je peux vous dire qu'au Saguenay, ça se passe très bien parce que ces dernières semaines, on a de la chance, le taux de contamination est très, très faible. On est passé en zone orange avec des mesures de restriction quand même sévères, mais les gens respectent, les écoles fonctionnent bien. Mes enfants ont repris l'école. Ma fille est en secondaire 3, donc elle fait 1 jour sur 2. Mais de son côté, c'est plus facile à gérer que pour le plus jeune. Mais ça va très, très bien ici pour le moment. Parlons de l'impact de la COVID sur les études des enfants. On parle de l'école. Sally, tu nommes ta fille qui fait 1 jour sur 2 à l'école. Et si on revient même depuis l'année, en fait, c'est vrai qu'on va parler de l'année passée, mais on sait qu'on chevauche 2 années scolaires. Quand la pandémie nous est arrivée, on terminait l'année, on était en pleine année scolaire l'année passée. Carolina, tu le nommais aussi, l'école à la maison, les enfants ont dû rater parfois quelques séances en Zoom. Qu'est-ce que vous direz concrètement comme impact réel de la COVID, de la pandémie dans les études de vos enfants? J'irai avec toi, Sally. Moi, je peux vous dire que dans l'ensemble, tout s'est bien déroulé. À la première vague, tout s'est très, très bien déroulé. Parce que moi, je dis très souvent que ma maison, c'est un laboratoire pour les enfants, pour voir comment les enfants se comportent. Parce que ma fille est très, très autonome. Et elle, son souhait, c'était même qu'on reste confiné et que l'école soit tout le temps à la maison. Parce qu'elle a une certaine autonomie qui fait qu'elle s'adapte. Et elle a cette capacité de résilience qui est très, très importante. De l'autre côté, mon fils n'a pas beaucoup d'autonomie. Donc, il faut être très là, il faut l'accompagner, il faut mettre en place des stratégies pour vraiment l'accompagner. Parce qu'il me dit tout le temps, c'est pas grave, c'est sur Zoom ou c'est Team. Moi, je vais apprendre après. Mais là où je suis contente, je le souligne très souvent, mes enfants n'ont pas de difficultés d'apprentissage. Donc, ça, c'est un point important aussi qui m'a facilité la vie de l'école à la maison. Parce tous les deux font correctement leurs devoirs, même sans accompagnement. Donc, je peux dire que ça, c'est un point important parce que quand l'enfant a des difficultés, c'est très, très difficile. Mais pour moi, tout s'est bien déroulé et tout se déroule très, très bien jusqu'à date. Et Carolina, toi, de ton côté, quel est l'impact, vu qu'on est encore en plein dedans, quel est l'impact de la COVID dans les études des enfants? Je sais que ce n'est pas bien comparé, mais je vois ma grande et ma petite. Il y a juste 12 ans de différence. Ma grande a fait la maternelle, les premières et deuxième années au complet. Ma petite a fait de maternelle, de septembre à mars, et après plus d'école. Alors, ils n'ont pas de retard d'apprentissage, ils sont en santé, mais je peux voir que ce n'est pas la même, je ne sais pas comment dire, peut-être agilité, peut-être c'est pas la même forme de prendre les crayons, comment c'est pas la même dynamique, c'est la motricité fine et tout ça qui se développe dans les premières années dans la maternelle, c'est pour ça. Alors, je vois ça. Avec ma grande, elle sait lire. Et avec la petite, on voit, comme je vous dis, on essaie d'être derrière elle, mais le travail, mon accent,
je suis pas français. Les français, c'est pas la langue. Alors, je trouve ça difficile. Et c'est ça, je vois que ma petite n'a pas profité de l'école, n'a pas, ne vit pas l'école comme nous, on l'a fait, comme ma grande l'a fait. Et je pense que ça les donne un désavantage dans l'apprentissage en relation d'une année à l'autre. Mais tu le dis très bien, c'est vraiment un désavantage. J'aime le terme que tu utilises. Nous, au cadre d'un travail avec le jeune, on l'a vu de la pandémie au mois de mars jusqu'aux vacances de l'année scolaire passée. Pendant l'été, on a eu un camp pédagogique virtuel pour des enfants pour qu'ils fassent des révisions. On a vu déjà les retards que les enfants avaient. C'est normal parce qu'ils n'ont pas fini leur programme. Et ceux qui étudient à la maison, mais ce n'est pas la même chose. Sally nous parlait de sa grande qui est autonome, qui peut faire des choses, mais ce n'est pas tout le monde. On a vu même les enfants du secondaire et même des jeunes du cégep qui témoignent comment c'est difficile les cours à distance en ligne. Alors, je m'imagine pour les tout petits, surtout lors du premier confinement où on était carrément à la maison, ça devait pas être facile en fait. Assimiler tout ça. Oui, Sally? Oui, moi je vais profiter de cette occasion aussi pour féliciter par exemple l'enseignante de mon fils à la première vague. On ne met pas l'emphase sur ça souvent parce qu'il y a des enseignants qui ont fourni tellement d'efforts parce que mon fils, l'école à la maison, à la première vague ou pendant la première vague, pour moi, ce n'était pas l'école à la maison, c'était comme l'école en présentiel. Parce que dès la première vague, elle maîtrisait déjà Teams, elle faisait correctement les apprentissages. C'était aussi ma chance que cette enseignante, c'était génial. Mais c'est vrai, dans la majorité des cas, je peux dire que ça a exacerbé vraiment les inégalités d'apprentissage. Je le souligne fortement et ça me vexe et ça me fait mal parce que je vois que les enfants qui ont peut-être eu la chance d'avoir des parents qui sont plus à la maison pour les accompagner, ça a été un peu plus facile. Ceux qui n'avaient pas les parents ou qui n'avaient pas les ressources nécessaires, c'était encore plus difficile. Ça, Caroline a mis le point là-dessus. C'est les apprentissages, c'est sûr qu'il y a eu des différences importantes. C'est pas évident. Carolina a nommé le fait qu'elle travaille et puis bon, son mari travaillant de soir, la journée doit se reposer. Et même pour les parents qui étaient à la maison, mais c'est ton heure normalement, tu es censé, oui, tu travailles de la maison. Les enfants sont là, mais tu es obligé de travailler. Ce n'est pas un temps où tu aides les enfants, où tu es en train de travailler, tu dois te rendre disponible. Et les enfants aussi, c'était pas évident. Des témoignages ont été à écouter, à entendre les parents, c'était pas évident. On en sort d'ailleurs, on a tout ce qui se dit après, l'épuisement des parents, la détresse. C'est beaucoup de choses, effectivement. Tu fais bien de le nommer, Sally. Les enseignants, on n'en parle peut-être pas assez, tout ce qu'ils ont eu à faire, mais surtout aujourd'hui, surtout que je suis avec 2 parents. Moi, je veux féliciter les parents justement pour tout ce qu'ils ont fait. On a même des parents, Carolina, tu parles très bien français. Moi, si je peux parler espagnol comme toi, tu le parles, ça serait déjà, je me donnerais moi-même une coupe. C'est déjà très bien, mais il y a des parents, mais déjà tu peux lire, tu comprends, mais il y a des parents qui ne peuvent juste pas lire et qui ne peuvent pas aider leurs enfants. C'était compliqué, c'était difficile. Alors, chers parents, coup de chapeau là-dessus. On a eu toujours dans le cadre de ces conversations dans le cadre de ces conversations des journées de la persévérance scolaire, une conversation avec les enfants justement, les jeunes du primaire et dans des choses qui les aident à persévérer. Les parents revenaient beaucoup, la famille revenait beaucoup, donc c'est vous dire toute la place que vous occupez, non seulement dans la persévérance, dans l'épanouissement, mais aussi dans la réussite des enfants. J'aimerais que nous puissions imaginer comment vous croyez que, tantôt on a parlé de l'impact, mais comment vous imaginez avec
tout ce que la pandémie nous a imposé, l'influence de la pandémie sur chaque enfant personnellement. Carolina, tu le nommais un peu, on peut le voir. Déjà, il y a des programmes que la petite n'a pas fini à la maternelle et puis on rentre en première année. C'est pas tout ça. Comment tu vois le rythme? Tu l'as nommé un peu, mais avec des exemples, je ne sais pas, est-ce que tu aurais d'autres choses à rajouter ou peut-être Sally, concrètement comme influence dans la vie des enfants ou dans leur vie à l'école simplement? Comment vous voyez cette influence ou cet impact sur les enfants? Bon, dans mon cas, ma petite, elle me demandait, maman, quand est-ce qu'on va retourner à l'école? Je veux voir mes amis. Je vais voir rencontrer Madame Mimosa. Il me demandait à l'appeler. Alors, ce qui les motivait, c'était sa professeure et ses amis. Il voulait voir ses amis. La grande, elle était comme elle est plus l'ordinateur, la tablette, ça, c'était comme plus autonome, on peut dire comme ça. Mais la petite, maman, mes amis, maman, ma professeure, est-ce qu'on peut l'appeler? Et pour moi, l'école, c'est pas juste les matières français, maths, non, c'est aussi socialiser et c'est ça qui les manque. Personnellement, je ne m'imagine pas jamais travailler à la maison, en télétravail. Désolée, je ne sais pas. Moi, il me faut voir du monde, il me faut les contacts. Je suis comme ça, mes enfants sont comme ça. On est très proche des gens. Alors, c'est ça qui les manque à les enfants. Mais maintenant, ils ont beaucoup de support de l'école, des cartes, mais il manque les contacts avec les amis. C'est la récréation, mais on ne peut pas jouer avec les amis de notre classe. C'est l'heure de dîner, mais on doit dîner toujours avec les mêmes gens. On ne peut pas changer de table. Ça va être un grand impact. Au futur, on va voir ça et c'est ça. C'est ça que c'est triste, ça. Parce que nous, on jouait dans la rue, on jouait jusqu'à tard. Exactement. On sortait de l'école en groupe, à courir. Mais là, on ne peut pas. Ça, je vois que ça a beaucoup touché la vie des enfants. Ça, c'est très dur. Et toi, Sally, tes observations par rapport à la vie des enfants? Moi, c'est les mêmes observations pour mon fils. Il veut retrouver ses amis et dans le quartier ici, il joue beaucoup avec des amis, des enfants du voisinage. Ça lui a vraiment manqué beaucoup. Mais pour ma fille, elle est de nature très casanière. Elle, son souhait, c'est que l'école à la maison continue. Donc, on voit vraiment le laboratoire où on peut comparer les enfants. Mais mon fils, oui, il veut aller à l'école. Il dit, c'est pas grave, même s'il y a la COVID, on va tous porter le masque parce que moi, je vais voir tel ou tel ami. On veut jouer à la récréation. Même maintenant, il se plaint de la façon dont la récréation est organisée parce qu'on reste dans sa bulle, alors que lui, il veut jouer avec tout le monde. Ce côté de socialisation, oui, ça manque à mon fils. Mais je peux dire que pour ma fille, non, pas du tout. Parce qu'elle est de nature à vouloir s'enfermer. Elle est très casanière. Covid ou pas, là, ça... Oui. Être seule, elle, ça ne dérange pas, mais effectivement, lors de nos échanges avec plusieurs jeunes, c'est le point qui revenait. Je peux pas être avec mes amis. Et d'ailleurs, il y a une jeune qui nous contait avec son frère, son neveu. Ils habitent la même maison, mais à l'école, à la récré, ils peuvent pas être ensemble, ils peuvent pas manger ensemble, justement. Parlons un peu de la persévérance scolaire, soulignons ces journées de la persévérance scolaire et particulièrement dans ce contexte de COVID qui est assez spécial avec tout ce que nous venons de nommer. Comment vous voyez votre rôle en tant que parent dans la persévérance scolaire de vos enfants? Je vais aller avec toi, Carolina. Mon rôle, je suis très exigeant avec mes enfants. J'essaie de les motiver, mais moi, j'étais élevée à l'ancienne. Alors, si je n'avais pas une bonne qualification, alors j'essaie, je prends beaucoup d'efforts pour être calme et l'expliquer et dire, écoute, il faut persévérer, demande, pose des questions, parle à ton professeur. Si tu n'as pas compris, pose des questions.
Ah non, mais aucun enfant pose des questions. Pas grave, tu vas, tu t'approches et tu poses des questions. Pose-nous des questions, on va t'aider. C'est ça que je les encourage. Avant, c'était pas comme ça. Je disais à ma fille, avant, c'était pas comme ça. Je pose des questions, on est là. Si papa, maman, on connaît pas la réponse, on va la chercher ensemble. Lâche pas. Comment j'essaie d'encourager. Ah, ben c'est déjà très bien. Et puis, la présence des parents, je pense que ça fait toute la différence. Et toi, Sally, de ton côté, comment tu vois ton rôle justement dans la persévérance scolaire des enfants? Et je vais dire comme Caroline, je suis aussi de la vieille école où moi j'ai été formée dans l'école où c'est l'excellence qui est un élément le plus important. Et je pense que ça, c'est resté dans mon ADN. Et je me dis mon rôle, et je le prends sérieusement, mon rôle est très, très important pour la réussite de mes enfants. Je les accompagne, j'ai la possibilité de pouvoir les accompagner, de pouvoir communiquer et collaborer avec l'école, de pouvoir les accompagner dans les devoirs, les apprentissages, de pouvoir discuter avec ma fille. Et je prends ce rôle très, très au sérieux parce que j'ai vu mes parents, ma mère qui n'a jamais mis pied à l'école, mais pour elle, l'école était très, très importante. Et j'essaie de redonner ça aux enfants. Échec ou succès, on essaie de comprendre et de mettre en place. Succès, je félicite. Échec, on essaie de trouver des stratégies pour voir comment faire pour qu'il n'y ait plus d'échecs ou pour qu'on s'améliore. Donc, je suis vraiment de la vieille école comme vous, Carolina. Et je pense que là où vous venez et là où je viens, ça se ressemble beaucoup sur la valorisation de l'école et le rôle des parents dans l'éducation formelle des enfants. Oui, à l'époque, normalement, à l'époque, maman restait à la maison et papa travaillait. Alors, maintenant, la vie actuelle, maman, papa travaillent, c'est très, très compliqué, très difficile, mais on essaie. On fait le mieux qu'on peut, puis on ne lâche pas. Effectivement, on lâche pas, mais j'aime bien ce qu'on dit, on essaye, hein, parce que après, même parfois, Sally, tu nous le nommais, avec deux enfants, l'autre est autonome, fait ses choses, et pour l'autre, on a besoin d'être là, on a besoin de motiver. Et comment aussi être à l'écoute de nos enfants, être à l'écoute des limites de nos enfants, prendre conscience aussi des efforts que nos enfants sont en train de faire, réaliser aussi qu'on n'est pas nécessairement en termes d'époque, mais peut-être la façon de voir n'est pas nécessairement la même façon que nous ou autrement. Comment on peut être à l'écoute de tout ça et puis être là, accompagné. Chaque enfant apprend à son rythme. Souvent, on oublie. On est tellement perfectionniste, on veut tellement, et je suis certaine qu'en tant que parent, j'aime toujours le dire, qui peut aimer ton enfant plus que toi-même? Ça n'existe pas. Et en tant que parent, tu as un rêve pour ton enfant, tu as un idéal, mais comment prendre aussi conscience que peut-être mon rythme à moi n'est pas le rythme de l'enfant. L'enfant a son rythme d'apprentissage et puis être là à l'écouter, à l'aider, à supporter petit à petit. Et on est certain que ça va aller de l'avant. D'ailleurs, je pense que, Sally, tu le disais, hein, quand ça va bien, on félicite. Quand il y a échec, mais on met des stratégies en place. Qu'est-ce qu'on fait pour s'améliorer? Et ce que je voulais savoir, c'est quelles sont les stratégies, en fait, qu'on peut mettre en place, justement, pour aider nos enfants, pour les motiver. Je peux parler des astuces, je dirais, avec toi, Sally. Les astuces, pour vous dire la vérité, moi, j'essaie de... Et je reviens sur le fait que j'ai la chance de pouvoir comprendre tout ce qu'ils font à l'école. Ça peut être une chance. Et si vous posez la question à ma fille, elle va vous dire que c'est pas bien d'avoir une maman professeure. Donc, c'est parce que je comprends tout ce qu'ils font et ils sont tout le temps étonnés quand je refais les exercices avec eux pour voir où est l'erreur, leur expliquer. Ils me demandent, mais maman, où est-ce que tu as appris ça? On ne savait pas que tu connaissais ça. Donc, les astuces, c'est ça, les féliciter. Et je leur dis tout le temps, si on a une mauvaise note, c'est pas grave, ça arrive. Qu'on ait une mauvaise note, peut-être on n'a pas bien maîtrisé la matière, on va revoir et puis il faut aller à l'aide pédagogique, il faut poser des questions, il faut demander à l'enseignant de vous réexpliquer ce que vous n'avez pas compris.
Et aussi, il y a des moments de qualité que je vis avec eux. Je dis, regarde, la vie ne s'arrête pas à l'école. On peut faire autre chose. On va lire, on va jouer. Et on revient encore pour voir si tu n'as pas compris, on va essayer de voir qu'est-ce qu'il faut faire. Moi, c'est mes différentes stratégies. Communiquer beaucoup avec eux pour comprendre pourquoi ça n'a pas fonctionné. Et puis, on s'explique. Et puis, j'ai dit, regardez, la prochaine fois, je pense que ça serait mieux. Et toi, Carolina, tu as des stratégies ou des astuces à nous partager? Qu'est-ce que tu fais pour motiver les... On révise si, par exemple, si ça arrive avec un, pas mauvaise note, on va dire, on va dire, petit numéro. Oui, c'est ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Ah, je comprends rien. Qu'est-ce que tu n'as pas compris? On révise. De mon côté, moi, c'est à réviser tout de suite. Et on va dire, vendredi, on fait les devoirs, samedi, on relaxe, dimanche, on révise. Alors, par exemple, pendant la semaine, au lieu de faire un dictée, on va jouer avec les mots que je sais qu'il doit apprendre. Et on va faire épeler les mots. Ah, mais si tu te trompes en troisième fois, on va les écrire. Ok, bah, elle ne veut pas écrire. Elle veut son effort pour ne pas se tromper. Et pareil avec la petite, on fait à peu près la même chose. Ah, j'aime pas trop lire, me dit la grande mère. On va préparer un gâteau. Lise-moi la recette. Ah, parce que c'est un sucrerie. Alors, elle va pratiquer la lecture. Des petites choses comme ça. Ou par exemple, on a lu un chapitre d'un petit livre. Dessine-moi qu'est-ce que tu as aimé du chapitre. Ah, il n'y a rien aimé du chapitre. Bon, dessine-moi ce que tu n'as pas aimé du chapitre. Et voilà, comme ça, je sais qu'elle a compris, qu'elle a compris sa lecture. C'est comme ça, c'est mes petites stratégies par rapport à ça, le français, la lecture. Avec les problèmes de maths, à peu près la même chose. On lise les problèmes, on essaie d'y comprendre et on fait des autres exemples pour voir s'il a compris et utilise la même solution. Je t'entends parler, ça me fait penser, j'ai écouté une émission à la radio dernièrement, c'est une enseignante justement qui partageait comment elle donne cours aux enfants. Elle profite vraiment de l'école à l'extérieur. Donc, que ça soit en français, que ça soit en maths, c'est vraiment par des activités extérieures, tout en respectant le programme académique, justement. Elle va travailler différentes notions de mathématiques, par exemple, en géométrie ou par exemple avec des distances. Mais en même temps, les enfants sont en train de voir comment et ils intègrent facilement. J'aime bien en t'écoutant aussi, ça me fait penser à cette émission parce que les enfants, ils pensent pas qu'ils sont en train d'apprendre. Oui, je lis une recette, mais je suis en train de pratiquer la lecture. Je suis en train de pratiquer la lecture. Je suis en train de mesurer. Là, par exemple, pour mon gâteau, j'ai tant de grammes de farine, tant de grammes de sucre, mais je suis en train de faire mes calculs aussi. Sally, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je voulais dire ça, c'est très, très important parce qu'il y a des matières, par exemple, que mes enfants trouvent inutiles dans la vie. Donc, ils vont me dire telle matière. Donc, j'essaie d'expliquer. Je dis non, un jour, ça va servir parce que tu vas vouloir expliquer telle ou telle chose ou explique-moi pourquoi l'eau bout, pourquoi l'œuf est cuit, pourquoi l'avocat est devenu vert. Des stratégies comme ça, c'est vraiment intéressant et les enfants adorent. J'en fais aussi ici avec mon fils surtout. Ma fille, c'est plus difficile parce qu'elle est au secondaire. Elle maîtrise mieux les choses, mais mon fils, oui, on le fait. Mais il préfère, et lui, il aime les jeux vidéo. Donc, il y a des moments, je n'ai pas le choix. Je m'assois pour voir les jeux et puis on voit les stratégies. C'est des éléments comme ça. Et moi, je passe tout le temps à leur dire que l'école est très, très importante pour la vie. Je pense qu'ils sont fatigués d'entendre cette phrase tous les jours et toutes les fins de semaine. Mais franchement, tu portes bien ton chapeau d'enseignante, de professeur, alors on ne peut pas s'effacer de l'école, dit comme ça. Mais je retiens aussi comment à la maison, on peut peut-être développer des jeux, l'apprentissage par les jeux. Il y a tellement plein de jeux éducatifs. Les enfants peuvent avoir l'impression de s'amuser, mais tout en faisant des apprentissages. C'est quelque chose d'intéressant. J'ai le goût de savoir, je ne sais pas, Sally, est-ce que tu connais les ressources
les ressources d'aide. On a nommé souvent, oui, si ça va pas, on peut aller chercher de l'aide. Oui, il y a les enseignants qui sont très présents dans la vie des enfants, qui sont là à les accompagner. Mais est-ce que vous faites affaire avec d'autres ressources à Chicoutimi, dans ton quartier, Sally? Est-ce que tu en connais des ressources d'aide pour des jeunes, pour des familles, pour des personnes qui nous entendent? Oui, à l'école primaire où mes enfants étaient et mon fils est toujours, moi j'ai fait partie du comité d'établissement. Donc ça, j'avais l'information et on nous diffuse aussi l'information sur les ressources qui sont disponibles pour accompagner tous les parents. Mais pour vous dire la vérité, moi, j'ai jamais eu besoin de les utiliser. Mais oui, à l'école, on donne l'information pour l'aide aux devoirs. L'école, par exemple, a instauré cela. Ma fille en faisait quand j'étais pas en télétravail. Caroline, hein, donc le soir, je préférais l'envoyer à l'aide aux devoirs. Ça m'aidait beaucoup. Mais dans le quartier, non, on n'a pas de ressources. Mais dans la commission scolaire, oui, il y a beaucoup de ressources disponibles pour aider les parents. Okay. Et Carolina, de ton côté, est-ce que tu connais les ressources du quartier? Bon, de mon côté, je connais seulement vous. Okay. Mais à part des câbles, sûrement il y a, mais je ne les connais pas. Okay. Non, à l'école, oui, je sais qu'il y a des programmes d'aide aux devoirs aussi, je pense, et quand les enfants ont des problèmes d'apprentissage, ils vont avoir des spécialistes et tout ça. Mais des autres programmes, je n'ai pas eu la chance de connaître, je n'ai pas eu besoin, non. Mais je connais à vous et je suis très contente de vous avoir fait connaissance. Vous m'avez sauvé la vie. Mais Caroline, je dis chaque fois à Claudia que je suis très jalouse des gens de son quartier parce que j'aurais voulu avoir le cadre ici. Il faut agrandir. Donc, je pense qu'on doit aller à Chicoutimi, là. Non, vous n'allez pas à Chicoutimi. Il faut s'expandir. Ouais, c'est ça. Ouvrir un centre à Chicoutimi, effectivement. Effectivement, Sally, tu as dit quelque chose tantôt via l'école. Tu étais impliquée au conseil d'établissement. Qu'est-ce que tu dirais, par exemple, aux parents par rapport à leur implication à l'école? En quoi c'est important en tant que parent de s'impliquer dans l'école de son enfant? Mais pour vous dire la vérité, pour moi, c'est un élément primordial pour la réussite de l'enfant. Parce que quand je suis arrivée, je n'ai pas fait l'école ici, moi, je voulais comprendre comment le système fonctionnait. Donc, je suis allée aux élections et puis je leur ai dit tout simplement, si vous votez pour moi, vous allez avoir de la couleur dans le conseil d'établissement. Donc, moi, je vais comprendre le système, je vais accompagner les enfants. Et pour moi, ça a été une très, très belle expérience parce que ça me permettait de connaître les ressources, de connaître les enseignants, de connaître les difficultés des autres parents parce qu'on en discutait et de contribuer à trouver des solutions pour accompagner tous les enfants de l'école. Donc, pour moi, cette collaboration avec l'école, ce lien tissé avec l'école, il est aussi important que les efforts que je fournis à la maison pour accompagner mon enfant. Donc, quand je vois, par exemple, quand il y a des rencontres avec l'école, mes deux enfants me disent, on n'a pas de difficulté, pour que tu y vas. Je dis, j'y vais pas parce que vous avez des difficultés, j'y vais pour avoir des infos et pour aussi donner mon point de vue, pour voir, je veux m'acquérir de la vie de l'école de mes enfants. Pour moi, c'est très important. La vie de l'école de l'enfant, j'aime bien la façon que tu l'apportes. Et du coup, j'ai le goût de te demander, Carolina, est-ce que tu connais tu as un peu les informations sur la vie de l'école de tes enfants, Carolina? Oui, dans les toutes premières années de ma grande maternelle, j'ai fait un peu de bénévolage dans la bibliothèque de l'école. Alors, j'ai pu connaître les professeurs, quelques-unes. J'ai pu connaître les matériels et au moins connaître où ma fille va être les prochains 6 ans. Je n'ai pas pu continuer. Mes horaires de travail ont changé. Et c'est bien parce que je peux passer plus les soirées avec mes enfants. Mais malheureusement, je ne peux pas participer. Mais s'il y a des réunions de l'école, on essaie d'être là. À l'époque, il y avait des présentations des enfants dans l'école. On essayait d'être là et on essaie de participer.
on essaie de parler à les professeurs, les gens du service de garde, aussi se croise avec quelqu'un dans la rue, on discute un petit peu. Et voilà, c'est ça qu'on est. C'est de la façon que j'essaie de m'impliquer. À l'époque, aussi, si on avait du temps pour faire la parcours des jardins, on essayait de participer. C'est ça qu'on essaie de s'impliquer. On fait ce qu'on peut avec notre temps. Quand on travaille le matin, c'est difficile. Hein? Quand vous êtes dans les cours, c'est pas facile. Non, mais c'est déjà très bien quand le temps le permet. Tu le nommais très bien aussi. Tu étais disponible, tu étais impliqué. Alors, il y a d'autres façons aussi de rester en contact avec l'école. Et je sais aussi qu'il y a les directions qui sont très actives, qui tiennent des infolettres, donc qui envoient aux parents pour parler un peu des activités, des projets de l'école. Et on va lentement, mais sûrement vers la fin. J'aimerais savoir quels sont les conseils que vous pourrez donner à d'autres parents, non seulement en ces périodes où on est en train de parler de la persévérance scolaire, mais aussi avec notre nouveau fonctionnement, avec notre nouvelle réalité de la pandémie. Quels conseils, en tant que parent, vous pourrez donner à d'autres parents pour les encourager, pour les motiver, pour les soutenir dans ce qu'ils vivent? On n'a peut-être pas les mêmes choses, on ne vit peut-être pas les mêmes réalités. J'entendais Sally, elle, en tant que parent, sa réalité n'est pas la même que celle de Carolina, par exemple, ou des parents qui nous écoutent. Donc, je commencerai avec toi, Carolina. Ça serait quoi ton conseil à d'autres parents pour les encourager, les motiver? Je dirais aux autres parents, vous n'êtes pas seuls. On est tous dans le même bateau. On va tous s'en sortir. Ça ne sera pas facile, mais il faut les moyens qu'on peut, c'est appuyer. Par téléphone, par un texto, par caméra. Il faut s'encourager nous-mêmes. Et comment est-ce qu'on dit? Pas lâcher parce que nos enfants nous voient. OK. Et si nous, on laisse tout tomber et on déprime, c'est eux aussi. Parce qu'on pense à le travail, l'école et tout ça, mais et eux aussi sont dans le même bateau. Ils perdent ses amis, ils perdent la vie sociale. Alors, on est tous ensemble. Alors, on ne va pas lâcher. On a encore un bon bout à continuer pour s'en sortir, mais il faut continuer. Et grâce à qu'on a des ressources comme vous, on arrive à s'en sortir puis à avoir l'esprit un peu plus calme. Et toi, ça serait quoi ton conseil aux autres parents? Moi, j'abonde dans le même sens que Carolina et j'insiste sur le fait qu'il faut demander de l'aide. Les ressources sont là. Et j'ai fouillé un peu sur les sites des ministères. Je vois il y a beaucoup de ressources. Et même nous, à l'université, je vois il y a des ressources pour accompagner les étudiants, pour accompagner les élèves aussi. Il faut demander de l'aide. Et que les parents sachent qu'on est tous dans le même bateau, comme Carolina l'a dit. Les parents continuent à s'engager, à accompagner leurs enfants et surtout continuer à dire, regardez, malgré la pandémie, il faut valoriser l'école, il faut communiquer avec les enfants et surtout, collaborer avec l'école. Parce que moi, je me dis que ce partenariat peut nous aider tous de pouvoir accompagner les enfants et pour qu'ils persistent, pour ne pas dire, je vais insister là, persistent dans leur persévérance. C'est très, très important. J'aime ça vraiment, c'est vraiment demander de l'aide, on n'est pas seul et souvent, juste poser des questions aussi à la direction de l'école. Il y a des ressources peut-être que nous, on ne sait pas, mais la direction connaît des organismes du quartier qui pourraient aussi transmettre. Oui, Carolina? Oui, un détail par rapport aux ressources. Par exemple, j'ai essayé de mettre mes enfants au service des gardes pendant la pandémie parce qu'il fallait qu'on continue à travailler. On était travailleurs essentiels. Jamais arrivé. Wow, OK. Mon école n'offrait pas les services n'offrait pas les services pendant la pandémie, pendant que l'école était fermée. Et je ne savais pas où les envoyer. Et malheureusement, mes horaires de travail, je sors de la maison avant 6h30 pour aller travailler. Alors,
service de garde qui ouvre à 7 heures du matin comme en école, c'est pas facile à trouver. Alors, j'ai pas trouvé un service de garde d'urgence parce que quand je suis allée regarder les sites web pour m'inscrire, quelle journée, quelle semaine, mais moi j'avais besoin de lundi à vendredi. Ouais. Et peut-être je suis allée à les mauvais sites ou dans les mauvais moments, mais nous, on n'a pas eu accès au service de garde, au service d'urgence. Wow. Et pourtant, quand on entendait les discours du gouvernement, on disait pour tous les parents qui sont qui font le travail essentiel, ils étaient prioritaires dans des services de garde quand c'était disponible. Sally, tu voulais dire quelque chose? Oui, mais je voulais tout simplement dire que cette pandémie doit nous apprendre beaucoup de choses. La solidarité aussi entre parents, parce que c'est vrai, moi, je connais des gens aussi qui n'ont pas pu avoir, par exemple, des places pour la garderie des enfants. On espère qu'on va développer une certaine solidarité entre parents. Si par hasard une autre crise, qu'on puisse s'entraider, parce que ça, c'est très, très important. Parce qu'il y a des gens qui devaient aller travailler, malheureusement, qui n'avaient pas de service de garde. Oui, mais c'est la peur aussi. Hein. Si on veut aider, mais est-ce que quelqu'un m'a laissé que mes enfants s'approchent à les siennes? Si on continue à travailler, on est toujours en contact, on est toujours à risque. Peut-être l'inconnu total et les incertitudes, peut-être il y aura mettre des structures plus tard. C'est des politiques publiques qu'il faudra revoir. Peut-être mettre des structures plus tard pour dire, regardez, s'il y a des travailleurs essentiels, que ceux qui n'ont pas besoin de services de garde, par exemple, n'amènent pas leurs enfants. Même si on a fait l'appel, je suis convaincue que peut-être certains n'ont pas respecté. Mais moi, je parle plus pour le futur. C'est des leçons qu'on doit tirer de là. Définitivement, la pandémie, on en sortira changé, transformé avec une nouvelle façon de voir, de dire, de faire et même de vivre les choses. En tout cas, je voulais vous dire merci beaucoup. On peut continuer à en parler encore. C'est tellement intéressant. Merci beaucoup pour ce temps. Merci beaucoup pour cette conversation enrichie, pour ce regard que vous avez voulu partager en tant que parent avec cette pandémie, avec cette nouvelle réalité. Comment vous le vivez en tant que parent et quel est votre regard aussi de ce que vous percevez, de ce que vivent les enfants. Et je suis certaine que les autres parents qui vont nous suivre ou qui nous suivent en ce moment vont être tellement encouragés, motivés. Et je pars avec vos mots à d'autres parents. On n'est pas seul, on est dans le même bateau. Alors, on doit tenir bon et surtout, surtout, surtout d'aller chercher de l'aide, ne pas s'isoler, d'aller chercher de l'aide et parler si jamais quelque chose se passe. Alors, je vous dis merci beaucoup et à la prochaine. Merci, à la prochaine. Merci à toi, Claudia, de nous avoir donné cette opportunité. Merci. Au revoir, Carolina. À la prochaine. Au revoir, Sally. À la prochaine. Bye bye. Radio Station Angrignon, un projet développé par le Centre d'aide à la réussite et au développement, réalisé grâce au financement de plusieurs partenaires.